Mesdames et messieurs, bonjour et un nouveau débat avec des invités de taille. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je serai aussi accompagné par Michael Nasseri. Michael Nasseri qui est consultant en services financiers digitaux et ex-directeur général du CMI. Comment vas-tu, Michael? Ça va très bien, je suis très heureux d'être là et voilà, de retrouver nos collègues, confrères et amis pour échanger autour de ces sujets qui nous passionnent tous. Voilà, je vais présenter nos invités. Je te laisserai le plaisir de présenter le sujet. Hein, je fais la partie facile, tu fais la partie la plus compliquée. C'est pas moi qui étais DG, c'est bien toi. Alors, je suis très ravi de recevoir Monsieur Bilal Darnaoui, directeur général du SMT en Tunisie. Merci d'être parmi nous. Monsieur Ismail Blali, directeur général du CMI au Maroc. Marhaba bik. Merci d'avoir accepté notre invitation. And I have all the pleasure for receiving Mr. Ashi Hess, directeur général du GIPS, donc GIPS au Ghana. Thank you for being with us. Alors, Michael, nous savons que pendant cette 15e édition, nous parlons de la monétique, mais aussi de la numérisation, des nouvelles technologies concernant tout cela, la crypto-monnaie, big data, clouding. Donc, les sujets sont. Il y a plusieurs sujets qui sont compliqués, qu'il faut comprendre, qu'il faut certainement comprendre et maîtriser. Et puis, il y a beaucoup de développement qui arrive, et le continent africain est un acteur qui veut devenir majeur dans ce domaine, avec des sociétés qui sont ambitieuses. Tout à fait, Samit. Donc, effectivement, sur le continent africain, il y a de nombreuses initiatives de digitalisation des paiements. Donc, comme tu l'as dit, la carte reste un des moyens de paiement qui est aujourd'hui déployé en Afrique, mais il y a surtout les mobile wallets qui sont largement utilisés et déployés dans différentes régions. Chaque région a une maturité différente en termes d'usage, et aujourd'hui, on voit effectivement dans nos différents pays des usages et des utilisations différentes. Et j'en profite donc pour lancer la première question à notre ami Bilal Darnaoui pour nous parler un peu de la Tunisie, de l'environnement tunisien. Quels sont les principaux chantiers qui sont lancés pour favoriser l'inclusion financière et pour booster l'usage justement de la carte et des nouveaux moyens de paiement qui sont en train d'être lancés. Merci Michael. Donc, si tu permets, je me présente de nouveau. Donc, Bilal Darnaoui, directeur général de Monétique Tunisie. Deux mots sur Monétique Tunisie. Monétique Tunisie existe depuis 1989. Maintenant, ça fait pratiquement 32 ans, 33 ans plutôt. C'est le switch national monétique en Tunisie. Récemment, il a été désigné aussi switch mobile payment en Tunisie aussi. Mais nous sommes un centre de personnalisation de cartes. On fait des solutions d'hébergement, on fait de l'expertise. Nous avons des clients aussi bien en Tunisie, c'est tout à fait normal, mais aussi en Afrique. Nous avons des banques en Algérie, en Libye, en Cap-Vert, en Congo. Donc, globalement, on gère les process monétiques. Aujourd'hui, en Tunisie, nous avons 6 millions de cartes à peu près, 6 millions de cartes entre les banques et la poste tunisienne. Globalement, en termes d'évolution, on évolue à deux chiffres d'une année à une autre. Tout à l'heure, on a parlé un peu des effets plus ou moins, si on peut dire, positifs du Covid. Ça a permis, entre autres, de développer le paiement à distance, surtout le paiement à distance, au détriment du face-to-face, c'est une bonne chose. Aussi, on constate qu'il y a une évolution du paiement au détriment du retrait. Ça aussi, c'est une bonne chose. Mais il reste énormément de choses à faire. Au niveau de la SMT aujourd'hui, nous avons un ensemble de chantiers qui sont en place. Aussi bien au niveau du mobile payment, dont on va lancer le kick-off, si tout se passe bien, d'ici 10 jours, 2 semaines. Nous avons aussi un grand projet de facturier en Tunisie. Donc la SMT serait le switch national aussi bien en monétique mobile que le facturier, parce qu'on estime qu'un développement majeur du paiement viendrait par la gestion de tout ce qui est règlement de facture. Nous avons aussi des projets de mise en place de nouvelles solutions de e-commerce pour accompagner nos clients et nos banques dans le développement de cette activité qui commence aujourd'hui en Tunisie à évoluer d'une manière très très importante. Donc globalement, ces grands chantiers, tout à l'heure j'ai parlé de facturier, mais au-delà de l'aspect technique de facturier, nous avons mis les pieds sur l'open banking parce que nous avons aussi embarqué avec nous 3 banques pour faire le pilote, 3 banques et 3 opérateurs, grands opérateurs publics en termes de factures. Donc c'est un premier pas en termes d'open banking, sans que ça soit très
déjà très, très normalisé, mais au moins qu'on commence à faire ses premiers pas au niveau de la Tunisie. Et je pense que ce sont des événements majeurs, des changements majeurs qui vont amener aussi bien l'écosystème de façon générale que les clients à développer davantage l'utilisation de leurs moyens de paiement, y compris la carte et les mobile payments. Et nous avons assisté pendant la crise de la Covid à une accélération extraordinaire des processus pour passer à une nouvelle étape. Ma question est à M. Blali. Donc, vous avez été très efficace, vous avez pu suivre la vague, ne pas avoir beaucoup de déchets, entre parenthèses, par rapport au travail qui a été fait, pas de gros bugs, pas de grosses failles. Et puis, on a l'impression qu'à un certain moment, tous les projets qui étaient en attente, tous les projets sur lesquels il y avait un petit peu de paresse, ont été réussis en un claquement de doigts. Je dis ça, ça reste quand même une expression, mais ça a été fait très vite. Est-ce que le fait maintenant de dépasser la crise vous a poussé à recalculer vos estimations, à recalculer vos projets et dire que le marché est maintenant prêt pour un changement majeur, ou vous êtes en train de reprendre un peu le rythme normal en essayant de vraiment étudier ce qui s'est passé avant et savoir comment vous allez agir dans l'avenir? Très bien. Effectivement, ces 3 dernières années ont connu des changements très importants, tant au niveau du comportement des utilisateurs de moyens de paiement que des commerçants qui acceptent ces moyens de paiement, que des facturiers aussi qui ont cherché forcément et fortement à digitaliser le recouvrement de leurs factures. Il ne faut pas tout mettre à la gloire de l'épidémie, de ce qui s'est passé, parce que de toute manière, les projets étaient là, c'était des process qui allaient de toute manière aboutir. La crise nous a permis juste de pousser un peu plus et d'aller plus vite, les choses, d'accélérer les projets, mais c'était des choses qui devaient finalement arriver, et on va continuer, et même en absence de crise, on va continuer à faire des projets. On va aller toujours dans le sens de la digitalisation, parce que les changements qui s'annoncent donc dans un avenir très proche, c'est la digitalisation de la carte. On va passer de plus en plus vers le paiement par le mobile avec la carte tokenisée. On va bientôt passer à l'acceptation du paiement sur ce qu'on appelle le soft POS, donc le téléphone qui devient le TPE, parce que tout ça, c'est facilité par le fait que le paiement sans contact est fortement adopté par les gens. Il est très apprécié par les gens, c'est très facile. Et quand on arrivera à un taux de transactions sans contact qui approche les 90%, on pourra nous diriger vers équiper des commerçants simplement avec des applications donc sur leur téléphone, et qui leur permettront d'accepter des paiements. On n'aura pas toujours besoin de mettre en place des terminaux de paiement, les gérer, les maintenir, fournir des rouleaux de papier. C'est une gestion extraordinairement coûteuse, et c'est la digitalisation et de la carte et du TPE qui se profile pour un avenir qui n'est pas lointain. Pour la carte, ça a commencé. On a 2 exemples. Alors justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Donc il y a 2 ou 3 banques aujourd'hui qui ont lancé au Maroc des solutions de tokenisation. Quels sont les premiers enseignements qu'on peut en tirer en termes d'usage? Est-ce que vous voyez des utilisations suffisamment intéressantes? Et est-ce que ce n'est pas une menace pour le paiement mobile tel qu'il a été mis en place et lancé au Maroc? Oui. Alors le précurseur, c'est d'abord le NFC. NFC, ça a très bien marché, ça a été très 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 bien adopté. On dépasse les 50%, enfin on est à quelque chose comme 55% actuellement de nombre de transactions NFC. On approchera les 70% ou les 75% en fin d'année. Et maintenant, le passage au paiement mobile avec carte tokenisée, il y a eu 2 projets qui ont été lancés. Pas avec suffisamment de tapage, on va dire. Je pense que les 2 banques qui ont fait le projet peut-être attendent de stabiliser ça. D'ailleurs, ils ont fait la moitié du projet avec Android, et l'autre moitié du projet donc, sur iPhone est à venir. On ne peut pas dire encore qu'il y a une explosion de l'usage, mais c'est des choses qui ne se font pas en un claquement de doigts. Il faut un petit peu de temps.
Mais ça viendra. De toute manière, le futur, c'est ça. Ce- La ce- carte, elle est dans le mobile. Le TPE, elle est dans le téléphone. Ce petit peu de temps, moi des fois je me posais des questions parce que chaque fois qu'on parlait de bancarisation, bon, les pays de l'Afrique du Nord sont plus développés de ce côté, côté accès banque, par rapport aux usages des cartes bancaires. Mais là, il est vu que sur beaucoup de publicités dans des pays subsahariens, il y avait l'usage du téléphone comme moyen de paiement. Tout à fait. Et on voyait que le projet était lancé. Pourquoi des pays qui avaient de l'avance par rapport à une digitalisation, qui avaient de l'avance par rapport aux cartes bancaires, se sont retrouvés, je ne dirais pas en retard, mais en train de repousser les échéances pour pouvoir payer par téléphone, alors que d'autres pays qui avaient beaucoup de mal à installer un système avec des cartes sont passés directement. Est-ce que le fait de sauter une étape leur a permis de prendre de l'avance de ce côté, ou que c'était vous qui temporisiez en attendant de voir comment vous allez gérer la question? Je vais peut-être répondre. Je laisse D'accord. C'était le deuxième Oui. de la question de Michael. Pourquoi la différence entre ces deux pays, ces régions? Premièrement, en Afrique, il n'y avait pas beaucoup de banques. Donc il y avait une absence totale pratiquement des banques. Donc c'est les opérateurs telco qui ont pris en charge le développement, tout ce qui est mobile money. Par contre, au niveau des régions du Maghreb, donc les banques, elles sont un peu partout. Donc les agences bancaires couvrent pratiquement tout le territoire, aussi bien en agence bancaire qu'au niveau des GAB. La poste aussi dans nos pays, elle est très développée, donc les bureaux de poste sont partout. Donc, et ça, premièrement. Deuxièmement, les banques, sincèrement, ont des produits. Donc, ils ne voudraient pas cannibaliser leurs produits qui, entre guillemets, sont des produits vache à lait, par des produits qui sont plus ou moins, en termes d'introduction, et dont le modèle économique est complètement différent. Une autre chose aussi, c'est que le mobile payment n'est pas destiné globalement à la population bancarisée. Ce produit-là est beaucoup plus destiné à la population, disons, qui n'est pas incluse financièrement, qui va faire les premiers pas en termes d'inclusion financière, en termes d'environnement financier. Donc, je pense que c'est les principales différences entre les marchés plus ou moins africains et nos marchés à nous au niveau du Maghreb. Mais je pense que ces deux produits vont être complémentaires. Oui. Il faut bien sûr définir un nouveau business model pour que tout le monde trouve son compte, pas uniquement au niveau de la monétique, mais au niveau de mobile payment. Mais à terme, comme on l'a dit, le téléphone, ça va être notre carte, la carte, ça va être sur le téléphone, le compte bancaire, ça va être sur le téléphone, le client sera sur le téléphone. Okay. Merci. Donc, my next question is for you, Archie, about the initiative that you launched in Ghana to digitize the payment landscape. What is, if you can give us an overview of these initiatives and how these initiatives can foster and boost the payment usage for the cards, but also for the new means of payments, QR codes, and how it fosters the usage, but also the acceptance at the merchant stores. Okay, thank you very much. In terms of the development of the payment systems in Ghana, we started off with an eSwitch, a biometric platform which was supposed to support the financial inclusion. But because it was biometric driven, the point of sale was very expensive, so it hasn't worked as well as it should. And then we modernized the clearinghouse products, which is the checks, the ACH, and also the ACH direct debit. And we moved on to integrate all the ATMs together. So if you have a card from Bank A, you'll be able to use Bank B's ATM. We did same for the point of sale as well as the e-commerce engine. We realized that was working very well, but there was a reliance on the international scheme cards. And it was difficult for us to convince them that for domestic transactions, we must process them locally. So we moved ahead and developed our own chip and pin scheme. So as we speak now, we have our own EMV scheme called GH Link, and that is what is being heavily used now in Ghana. Like any other payment switch, you then transition to the real time, that's the instant payments. The first was to ensure that all the banks were able to instantly transfer funds from one bank to another using your USSD or your mobile app. And this helped the banked customers. But we have a very large unbanked.
and the wallets, mobile wallet seems to be the in thing for the wallet for the informal sector. That has been taken by the telcos and one fintech. They were offering the wallet services for the informal sector, and the informal sector preferred it because it was very easy to use, and the KYC needed was tiered, so it was appropriate for them. So there was no need for the national switch to offer a wallet system. So what we did was we integrated all the wallet systems in Ghana. So if you have MTN, you can move it to Vodacash and vice versa. And we also integrated the bank world and the mobile wallet world. So the two will be able to move seamlessly between them. The bank customers were also owners of the wallets, and they were used to transferring funds using mobile numbers. So we introduced what we call the proxy pay, where you can use your telephone number and link it to your bank account, and therefore you can effectively be transferring funds through your mobile, using your mobile number, but effectively it's your bank account number for convenience. We also introduced request to pay, which is more like the ACA direct debits in the real-time world. And we have the internet gateway for corporates to integrate into that. But we realized that on the acquiring side, we were dropping the ball. Transfer was seamless, but when it comes to payments, we didn't have any real-time payments. And the QR code seems to be the acquiring instrument for the real-time. So we embarked on that journey. At that time, one bank had already started, but it wasn't doing very well because it was only those banks' customers that could pay. So we came together, and the national switch came out with a QR code scheme for the whole country. Our QR code is very unique in the sense that it does not only have the black and white pixels for you to scan, but it also has a number associated with it, where if you have a feature phone, you'll be able to log onto it and then and use it as the case might be. And that is working very well in Ghana, and therefore all this happened before the COVID. So when the COVID came, everybody stopped using cash, and then we started using remotely. So it was as if Ghana was preparing for the COVID. So the COVID gave us a headwind. Precisely. I have a question about the formal and the informal market. I know that the fact of having activity of the wallet in the informal market sector could give a real idea about the real weight of economy. You know, the informal sector is a lot of cash flow. Nobody knows how much money is going on. So, are people afraid about the fact of being taxed if they are showing their money? Because when you say formal sector, no taxes, taxes, informal sector, no taxes, and people are supposed to be hiding their money. When you are now using those ways of payment, they can be a little bit disturbed and maybe afraid about a kind of new regulation or law that say that they have to pay taxes. We haven't linked our acquiring systems to the tax system yet. So as at now, it's very easy for individuals with a personal wallet to still use it for commercial purposes. So it's in that regard, that has become the norm, especially after the COVID. What we have realized, though, is that the wallet system is currently offered by the telcos, like I said. But the telcos are not banks. They rely on banks to offer that service. And therefore, although the technology is appropriate for the informal sector, the charges are not appropriate for the informal sector. So the prices are relatively high. And we have tried as much as possible to ask the telcos to reduce their prices, but they haven't done that as yet. Yeah, so just wait. Wave is coming, and it will drop the prices when Wave will be in your market. That's right. Yeah, maybe. So what we have done in Ghana, though, to address this issue is we got the banks to come together to offer a bank-wide wallet. So all the banks, we have one wallet that belongs to all the banks. Of course, there are partitions between it. If you go for, we call it Ghana Pay.
So if you go for a StanChart Ghana Pay wallet, the float goes to StanChart. If you go for EcoBank, but at least it's all called Ghana Pay. And who operates the platform for Ghana Pay? The national switch. And there's the platform. But in terms of the pricing, the organization, it's all being organized by the promotions or by Ghana Pay. And as a result of that, we realize that, and what we have done as well is that with the Ghana Pay, all transactions is free. Because at the end of the day, the telcos get interest from the banks for the float that they put in there. But now the banks are getting the float for free. So it's an opportunity cost. So there's no need to charge. And precisely, yes. So in Ghana, the wallet, the informal sector that uses the wallet system is no longer left only to the telcos, but the banks are now playing very heavily in there. And every bank branch is an agent of Ghana Pay. Every merchant of a bank is an agent, or you are being furnished with a QR code as well. So the competition has become very rife, and we believe that we will use this to drive down, move everybody into the electronic payment at a very affordable cost. Already, the competition have already halved their prices since we went live in that regard. Okay. You talked about the international schemes and the initiative to create a domestic scheme with a local footprint, but are you also interested in deploying or developing partnerships or deploying your scheme to have a regional footprint and to make interoperability between Ghana and Nigeria? I think you already have something like that, but do you have a strategy to deploy your regional scheme? And la question aussi pour Bilal et pour Smaïl, est-ce qu'il y a des initiatives de schemes régionaux ou d'interopérabilité régionale des schemes domestiques? Do you plan to connect with other schemes or to have that kind of initiatives to compete with Visa, MasterCard, and also UPI? Yeah, that's a good question. Initially, our strategy is to look at the domestic transactions. Now, when it comes to internationalizing our transactions, we had a couple of strategies. One was to link the national switches. So, for example, our switch is linked to the Nigerian switch and also InterSwitch, which is a private switch. And the intention was to link it to within the West African zone. But we realized that the technology was not a problem. You can easily facilitate that. But when it comes to settlement, we use cedis, they use Naira. And currently, we don't have a central bank of West Africa to ensure that a settlement can take place. So what we are doing now is we have a private bank, a Pan-African bank, that is handling the settlement for us. It's not the best, but at least the possibility of transacting is there. Secondly, our GH Link card, it's our own card. We do have a lot of Pan-African banks in Ghana. So if, for example, EcoBank is using a GH Link card, nothing stops EcoBank in other African countries to also accept the GH Link card, because EcoBank is can act as a settlement bank. And we've embarked on that journey so that EcoBank, Zenith, APSA, and all those other countries can indeed use our GH Link card and vice versa. There is another company, it's part of the EMV Co. They don't, it's like Visa and MasterCard, but they just work with domestic card schemes. Discover. Discover, that's right. We also have an agreement with Discover where the GH Link card can be used in all the Discover countries and vice versa. But that's what we have put in place. But there's a need for, like I said earlier on, for all of us to come together, connect our switches, and maybe if we have an African central bank, they can then so facilitate. The main issue is the global or African settlement system that can facilitate precisely, yeah. That's the key issue. Oui, Mike, c'est une question très stratégique. Donc c'est une question qui est d'actualité aujourd'hui. Effectivement, si on voit le marché tunisien, nous avons 98% des cartes sont des cartes à usage local. Donc pourquoi payer des royalties ou des frais pour un usage à 2% uniquement? Donc la question effectivement se pose tant au niveau national tunisien
qu'à l'échelle de nos voisins, que ce soit les voisins algériens ou libyens. D'ailleurs, nous sommes bien avancés sur ce projet-là. Comme l'a dit M. Archi, techniquement, c'est possible parce qu'aujourd'hui, nous sommes liés au switch algérien. On sait faire avec nos voisins libyens aussi la même chose, mais c'est un problème de régulation entre les banques centrales en termes de compensation et de règlement. Mais je pense que c'est des sujets qui vont être traités rapidement. Mais l'essentiel, c'est que moi, on développe quelque chose au niveau de nos régions. Nous avons 2 millions de visiteurs algériens qui viennent en Tunisie, plus sinon autant de Libyens. Donc nous avons intérêt à développer cet écosystème. Mais c'est un sujet qui est très très important pour nous et je pense qu'il est stratégique aussi de parler de ça et de commencer à réfléchir sur la question parce que ça touche aussi bien le côté technique en termes de solutions de personnalisation, d'infrastructures, de réduction de coûts que stratégique et politique au niveau de la région de l'Afrique du Nord. Très bien. Parce que je vais rajouter un mot sur ça, mais d'abord je reviens à ce que tu as dit au début parce que bon, la réponse m'est restée à travers la gorge. Je ne voudrais pas l'emporter avec moi. Non, oui. Non, on avait parlé de tokenisation mobile, ceci risque sur le wallet, le mobile. Non, il n'y a pas de risque. J'explique parce que dans la situation actuelle, le mobile marocain, il n'y a rien qui peut lui arriver pour le moment. Donc, il n'y a pas de risque sur ça. On peut considérer qu'on est encore en train de corriger une trajectoire parce que bon, les choix qui ont été faits ne semblent pas être les plus opportuns. Et dans certains cas, quand on réfléchit, quand on entend les gens, les responsables réfléchir sur ça, on dirait que les acteurs de ce M-Wallet marocain meurent d'envie de le faire ressembler juste au fonctionnement de la carte bancaire, ce qui ne marchera jamais. On dit, pour que ça soit intéressant, il faudrait que le M-Wallet puisse permettre de retirer de l'argent du GAB. C'est une fonctionnalité de la carte, et puis ça coûte cher, et puis c'est compliqué, et puis c'est pas convivial avec le M-Wallet. Bon, c'est-à-dire que pour le rendre intéressant, on essaie de le faire ressembler un peu à la carte bancaire. Mais c'est bon, c'était juste une parenthèse. Mais pour revenir sur la suite de ce qu'ont dit les deux amis, pour ces idées, ces réflexions sur les schemes régionaux, faire des choses à la taille ou à la dimension de certains pays, etc. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut laisser le sentiment de côté, il faut laisser les chansons patriotiques de côté, etc. Il faut que chacun travaille bien ce qu'il y a dans son pays. Comme a dit Bilal, on a une activité très fortement domestique et notre rôle, c'est de rendre cette activité et l'utilisation des moyens de paiement en domicile les moins coûteux possibles. On le fait chacun chez soi et c'est très bien. Quand on a besoin de faire des transactions cross-border, de voyageurs, de touristes, etc., vaut mieux laisser faire ceux qui savent faire ça très bien. Quand on a un litige, on sait très bien le régler aujourd'hui. On n'a pas à se bagarrer, on n'a pas à dire tu as tort, tu n'as pas tort, rends-moi l'argent, dans quelle devise, etc., dans quel cours. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça et tout le monde accepte. Donc, on travaille en domicile, ça parce qu'on peut mettre les lois qu'on veut, les règles qu'on veut, les frais qu'on veut. Tout ça, on maîtrise. Et pour l'international, on travaille avec. Mais sur quelle qualité vous avez joué au niveau du marché national? Ça veut dire que vous parlez de la particularité domestique, c'est-à-dire que chaque économie ou chaque société a ses spécificités. Ouais. Ceci veut dire que vous allez jouer sur les points de force que vous avez dans le pays ou les qualités. Quelles ont été les qualités que vous avez retrouvées au Maroc et qui vous ont permis de jouer votre rôle et d'avoir un minimum d'engagement financier, si je peux dire, ou un minimum par rapport au budget, pour pouvoir avoir une meilleure budgétisation? Non, et pouvoir, on n'est pas sur des questions de budgétisation, on est surtout dans une transformation. Et si on revient quelques arrières et dans un passé un peu glorieux, le CIMI était comme ce que sont les amis en Tunisie, avait le switch, avait ceci, avait la gloire, avait les GAB, etc. Puis bon, c'est tombé.
Un peu de temps après, on est devenu 3 acquéreurs au niveau du Maroc. Mais ceci n'a pas vraiment été accompagné de transformation dans les règles de gestion, dans les frais entre les membres, dans les frais d'interchange, etc. C'est resté calqué sur l'historique et ça crée des frictions. Donc ce ne sont pas nécessairement, comme tu as dit, des avantages ou des trucs là, des choses que nous avons déjà et qui nous permettront de mieux faire. On doit transformer aussi notre réglementation et les règles de jeu pour garantir une concurrence loyale entre les acquéreurs, enfin les acteurs donc sur cette partie du métier et une transparence vis-à-vis des commerçants qui savent à qui ils ont affaire, à quel service ils ont droit, à quel prix, etc. Ouais, donc, Michael, je crois que on a fait le tour de la question, peut-être. On fera jamais le tour de la question des paiements. Il y a toujours des nouveautés. Peut-être sur la communication, une dernière question sur la communication, parce que c'est mon domaine de compétence. Oui, alors je te laisse. La communication, parce que j'ai l'impression que les gens ne sont pas très informés par rapport à ces nouvelles évolutions. On connaît la carte bancaire, mais après, quand tu parles de quelqu'un, quand tu parles à quelqu'un du wallet, c'est limite de la sémiologie pour lui. C'est quelque chose de bizarre, de nouveau. Alors, comment comptez-vous communiquer à propos de cela et est-ce que la tâche semble facile? I was just speaking about communication because I feel there is a lack of communication about the new issues, the new solutions, especially about the wallet. People, when they hear us speaking about this, they're just surprised and saying, we never know about this. Is this just a problem of appellations, of naming, or there is a real problem of communication till now? I asked the same question to our friends. So. Just probably you have some initiatives of financial education in Ghana that reaches people who are not aware of these new payment means. Is it something that is deployed in Ghana, or are you working with the banks, with the players to democratize this new means of payments? Yes, the central bank works with the Ministry of Finance. We do have financial inclusion programs that talks about the uses or the various financial inclusion systems that exist. But I believe that we underestimate the informal sector. Recently, because of the high volumes that we have in digital payments in Ghana, unfortunately, the government decided to introduce a levy for transfers, which I don't know whether it's good or bad, but because of the shortfalls in revenue. And they introduced it to certain services only, for example, transfer, but cash in, cash out, and payment were exempted. It will be interesting to know that our cash-in transactions are doubling without any education. So I strongly believe that when it's appropriate and it works for them, they will use it. And that's the areas that we should look at. Yeah. Oui, très bonne question aussi, Michael. Donc, la partie communication est une partie très importante, parce que c'est vrai que nous, au niveau technicien, on sait faire et on comprend, mais comment faire véhiculer le message final au consommateur final, ça c'est très important. Il y a un premier niveau de communication, c'est au niveau des banques. Au niveau des banques, les établissements financiers et tout ce qui est opérateur financier au niveau de ce secteur-là. Donc les banques ont l'obligation d'accompagner leurs clients, pas seulement en cours de vie, mais aussi déjà au niveau de l'entrée en relation. Parce que le client, quand il rentre en relation avec la banque, c'est le premier contact avec la banque, donc il faut que les chargés de clientèle au niveau des agences bancaires prennent le temps d'expliquer à leurs clients l'usage, comment ils utilisent leur carte, ces nouveaux moyens de paiement. Et un autre niveau, c'est la communication globale, grand public, qui serait mandatée non seulement par les banques, mais par la Banque centrale et la régulation au niveau d'un pays, parce qu'on va créer un nouveau mode de paiement, on va créer de nouvelles habitudes. Donc il faut que les clients sachent comment faire fonctionner ces outils-là.
Et sachez que si un client en arrive à le convaincre et à utiliser ce moyen de paiement une fois et qu'il ait confiance de ce nouveau moyen de paiement, il va l'utiliser. Et nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est les mouvements, c'est les flux. Donc c'est pour ça qu'en termes de communication, c'est très important. D'ailleurs, on l'a fait durant la période de distribution des aides sociales. Donc il y a eu beaucoup de communication, pas uniquement banques, mais aussi institutions étatiques. Le ministère des Finances, par exemple, a fait beaucoup de communication, le ministère des Télécommunications aussi, le Centre national informatique a fait beaucoup de communication. Mais la partie communication et la partie, je dirais, éducation du client est très très importante, pas seulement au niveau des moyens de paiement, mais de façon générale, comment ils vont gérer leur compte, quels sont leurs droits, quelles sont leurs obligations. Et ça, c'est très important parce qu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, on dit qu'il y a je dirais pas un rapport des forces très déséquilibré, mais je pense qu'il est très déséquilibré entre les banques et leurs clients. Donc, il faudrait, en termes de communication, pallier ce problème. Merci beaucoup. Monsieur Belali. Oui. Ce volet de communication, effectivement, appelle plusieurs commentaires. Bon, son importance, elle a été expliquée. Et moi, je voudrais surtout insister sur les grandes lacunes qu'il y a dans cet axe de communication. Parce qu'il y a un fossé énorme entre ce qu'on pense être déjà fait et entre ce qu'il y a sur la réalité. J'explique. Moi, je dirais, pour caricaturer un peu, il faudrait déjà que les banques communiquent envers les banquiers. Parce que vous allez dans des agences, vous allez voir comment ils vendent les cartes. On ne leur demande même pas de conseiller les commerçants pour se doter d'autres choses. Mais déjà, vous allez voir comment... Des fois, il y a des informations sur le site et les gars de la banque et les employés de la banque, ne savent pas que ça existe. Je vais leur dire le truc que vous avez là, les 125% pour le crédit immobilier. Quoi 125%? Jamais de la vie, 125%. C'est votre site. Non, Chaud. Aujourd'hui, quelqu'un qui essaie de faire un retrait, moi je ne fais jamais de retrait interopérable. Quelqu'un qui essaie de faire un retrait interopérable et qui a le malheur que la transaction échoue, mais il va souffrir le calvaire avant de régler son cas, parce qu'il sera débité à tort. Il faudrait qu'il attende une semaine, 2 semaines, peut-être. Des fois, on lui dit il faut attendre 60 jours. Et quand il s'agit que de quelqu'un dont le salaire est de 3 000 dirhams et qui a perdu, et qui a 2 000 dirhams de débité à tort, il faut beaucoup de patience. C'est pour ça que je dis, déjà, il y a un manque de communication déjà envers des services centraux de la banque vers le bas. Maintenant, vers les utilisateurs, effectivement, moi je dis qu'on parle surtout du wallet, mais quand on parle de la carte, de ceci, de cela, on sent bien que les choses ont bien pris. Parce que les gens ont besoin, ont vu, ont testé, ont apprécié, et les choses vont normalement. Pour la partie du mobile, etc., le but, c'est d'arriver... aujourd'hui, ça ne marche pas. Hein. Donc, le constat, elle est là. Et ce n'est pas en déversant des milliards de dirhams de communication, dont, avec les paramètres actuels, que ça va marcher. Parce que, moi, je pense qu'il y a un décalage entre les besoins, peut-être, s'il y a des besoins réels. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un à qui on va dire, il y a un truc qui s'appelle le mobile, il faut l'adopter, il faut l'utiliser. Mais il faut déjà qu'il en ait besoin. S'il n'en a pas besoin, pourquoi il va faire cet effort? S'il a déjà une carte même d'entrée de gamme, etc., il a déjà ce qu'il faut. Et plus tard, si on fait des réajustements, comme j'ai dit, donc sur les fonctionnalités, les services qui peuvent être offerts, des paiements de factures, il faut que ça soit moins onéreux aussi que la carte peut-être pour intéresser les gens. Et intéresser aussi ceux qui vont faire accepter des paiements comme ça. Mais ça aura marché si un jour on arrive à dire on n'a pas besoin de communication. C'est dans la tête des gens. Ça s'est installé. Ça fait. On passe à autre chose, on ne communique, plus besoin de communiquer.
Merci beaucoup, Michael. Je crois qu'on va remercier nos invités. Merci à vous, Michael Nasseri. Je rappelle que vous êtes consultant en services financiers digitaux, ex-directeur général du CMI. Et je remercie l'actuel directeur général du CMI, Si Ismaël Blali, qui a été parmi nous. Merci beaucoup à M. Belal Dernaoui de la Tunisie, directeur général du SMT. Thank you very much to Mr. Archie Hess from Ghana. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on se verra pour un autre débat, Inch'Allah, peut-être l'année prochaine. Merci. Merci, bonne journée.